Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors, on a presque tout regardé de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, là, et on va vous raconter. Ah oui, pour nous, c'était vraiment la magie de Noël. Vous imaginez des heures et des heures d'audition à se mettre sous la dent, vous vous doutez bien qu'on n'en a pas loupé une miette. Et le casting était super, il y avait Delphine Ernotte, il y avait le comité d'éthique de France Télévisions, il y avait le mec de l'Arcom, le mec d'avant lui à l'Arcom, et c'est pas fini parce que d'ici avril, on risque d'avoir Patrick Sébastien et Julien Lepers. Ça va être fou, cette commission. Trop bien. Bon, par contre, le seul petit défaut de cette commission d'enquête, c'est qu'elle est pilotée par l'extrême droite. C'est même piloté par Bolloré, en fait. Oui, on en est là. Le rapporteur, c'est lui, Charles Laloncle, un député UDR, un député ciotiste. C'est lui qui pose les questions. On peut même dire que c'est lui qui conduit les interrogatoires. Là, c'est l'audition de l'Arcom, par exemple. Dans une décision récente du 25 juillet 2025, vous avez nommé à l'Arcom Monsieur Foued Beraou. Est-ce que vous saviez qu'un an auparavant, le 18 septembre 2024, il appelait publiquement à une mobilisation antifasciste et indigéniste contre l'Empire Bolloré dans l'archipel des Glénans? Alors lui, on le connaissait pas, c'est Charles Laloncle. Un petit bourgeois, un Versaillais, fan de Sarko, mais passé chez Ciotti depuis. Ouais, il est fan de Bardella aussi. Il était même administrateur de la page Facebook officielle fanpage de Bardella. Une page Facebook qui comptait 84 000 membres quand même, mais vu que c'était un groupe privé, les gens se sentaient un peu trop à l'aise. La page regorgeait de commentaires racistes, d'appels à la haine, d'appels au meurtre. C'est le site Les Jours qui a révélé ça en juin dernier avec des captures d'écran et tout. Le problème, c'est que cette page Bardella officielle était bel et bien gérée par des membres du RN et apparentés, dont 4 députés qui n'ont pas du tout assumé. Lorsque nous les avons contactés pour cet article, ils ont gelé le groupe, suspendant toute possibilité d'interagir. La majorité des poids lourds du parti l'ont alors quitté, les derniers l'ont finalement renommé en « Jusqu'à la victoire » pour effacer tout lien avec le RN. Trop tard. Et donc, Charles-Henri Laloncle, il était dans ses administrateurs, il était administrateur de ce groupe, et depuis, il est visé par une plainte déposée auprès du Pôle national de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. Alors lui, il dit qu'il savait pas qu'il était administrateur. Oh merde, c'est con. Non, c'est bête. Il essayait de s'intégrer avec ses nouveaux copains du RN, là, pour connaître leurs usages, pour se détendre avec eux dans leur petit groupe raciste. Et bim, c'est à ce moment-là que ça sort dans la presse. C'est dommage. Ah, la tuile. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'union de la droite et de l'extrême droite quand on est dans l'équipe de Ciotti? On vous rappelle que ce qu'ils appellent l'union des droites, c'est le plan de Bolloré. Et c'est Bolloré lui-même qui était allé consulter Éric Ciotti avant de tenter d'embarquer tout LR avec lui dans un grand accord électoral avec le RN au lendemain des européennes de 2024. Bon, ça n'a pas marché, mais à ce moment-là, Bolloré a fait un pari. Ces médias se sont mis à taper sur les LR qui ne voulaient pas d'union, à taper sur Nicolas Sarkozy même, qui à l'époque ne voulait pas encore de l'union avec Bardella et Le Pen. Par contre, celui dont on disait beaucoup de bien à l'époque sur CNews, c'était Éric Ciotti. On va essayer Parlons de l'union des droites. De nouveau, important, qui est inédit dans l'histoire de France depuis 40 ans, parce que nous avons été réduits à une forme d'impuissance immobile. Quelque chose de nouveau depuis 40 ans, réduit à une impuissance, du courage. C'est ce que dit Jordan Bardella, il salue votre courage. Moi, je ne me suis jamais planqué. Et c'est comme ça qu'est née l'UDR, l'Union des droites pour la République, le parti de Charles Laloncle, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête sur le service public. Voilà, donc vous avez compris, des députés qui doivent tout à Bolloré et ses médias ont monté une commission d'enquête pour s'en prendre aux médias auxquels s'en prennent déjà les médias de Bolloré depuis des mois. Voilà, c'est clair ? Cette commission d'enquête est une mascarade, on peut le dire. Mais c'est surtout une offensive, une charge très violente contre le service public et même contre les médias en général. Le 11 décembre, par exemple, la commission a reçu les représentants de plusieurs grandes écoles de journalisme. L'IJBA de Bordeaux, le SJ Lille et l'école de journalisme de Sciences Po Paris ont été interrogés longuement par notre champion. Ces auditions ont été bien moins commentées que celles de Delphine Ernotte, mais vous allez voir, elles sont quand même très révélatrices de ce que l'extrême droite a en tête. Vous êtes donc le directeur général de l'École supérieure de journalisme de Lille, l'une des écoles de journalisme les plus importantes. Je suis allé voir votre compte Twitter et j'ai pu voir une quinzaine de tweets récents, particulièrement hostiles au Rassemblement national, à l'Union des droites ou encore à Nicolas Sarkozy. Bon, vous avez vu, c'est la chasse aux sorcières en fait, parce qu'il peut bien tweeter ce qu'il veut, Pierre Savary, le patron de l'ESJ Lille. L'ESJ Lille, c'est même pas un service public, c'est une école qui a un statut associatif. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une grosse farce cette commission. Là, il y a même zéro rapport avec le service public de l'audiovisuel en fait. Non, alors il va essayer de trouver un rapport quand même. Vous savez que la loi Léotard garantit des principes de neutralité, d'indépendance, de pluralisme, d'honnêteté de l'information.
comment pouvez-vous inculquer ces principes-là alors que vous-même montrez tous les signes de manque cruel d'indépendance politique? Là, on est vraiment dans une commission qui rappelle les plus belles heures du maccarthisme. On n'a pas le droit de pas être de droite, en fait. Sinon, c'est qu'on n'est pas indépendant. Ah bah non, on est indépendant quand on est financé par Pierre-Édouard Stérin ou par Vincent Bolloré. Comme Vianney d'Alençon, par exemple. Lui, il n'a pas été auditionné par la commission, c'est le nouveau président de l'ESJ Paris, l'école supérieure de journalisme de Paris, rachetée il y a peu par un groupement d'investisseurs comprenant Bolloré, Arnaud, Dassault et Saadé. Vianney d'Alençon a admis lui-même à Libération que son ambition, c'était qu'on ne forme plus à l'ESJ Paris que des journalistes pro-entreprise et no-woke. Le problème, c'est que l'ESJ Paris n'est pas une école aussi reconnue que l'ESJ Lille ou que Sciences Po Paris. C'est ces écoles-là qui comptent vraiment. Ouais, et d'ailleurs, il est passé par Sciences Po Paris, Charles Aloncle, et il en a un très mauvais souvenir, parce qu'il y a des gens de gauche encore là-bas, beaucoup plus qu'en école de commerce, et il va falloir faire quelque chose. À Sciences Po, j'ai ces souvenirs-là. On aimait beaucoup faire des simulations qui engageaient l'ensemble des étudiants à l'occasion d'élections importantes. Et en 2022, M. Mélenchon, au premier tour, avait recueilli quasiment 50% des voix, un peu plus de 45% des voix. C'est aussi un autre symptôme de l'homogénéité politique de ces élites. À nouveau, comment est-ce que vous, avec votre prisme, votre regard même de doyenne de l'école de journalisme, vous analysez cette homogénéité politique et sociale aussi de ces étudiants? Non mais dis donc, tu te rends compte que nos élites, là, elles sont mélenchonistes. Tous les journalistes qu'on entend, c'est que des insoumis quasiment. Ah oui, non mais moi je pense que dans la promotion de Benjamin Duhamel, il y avait certainement la moitié de la classe qui devait voter Mélenchon. Et c'est pour ça que c'est Duhamel qui est au micro de France Inter maintenant. Mais pas les autres, oui, c'est vrai, oui. Il y a eu un tri. Seulement, nous sommes en 2025 et le paysage médiatique, politique et journalistique ne se reconfigure pas assez vite pour Vincent Bolloré qui s'impatiente. En 2024, Bardella n'a pas gagné les législatives malgré le ralliement de Ciotti et de ses 15 députés. D'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment les députés de Ciotti ? Est-ce que ce ne seraient pas les députés de Bolloré, en fait ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la première commission d'enquête sponsorisée par Bolloré ? On va terminer avec cette question posée cette fois à Marie Mawad, la doyenne de l'école de journalisme de Sciences Po Paris, et vous allez voir pourquoi on peut parler d'une commission Bolloré. Très concrètement, est-ce que vous pourriez recevoir en masterclass des journalistes comme Geoffroy Lejeune, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Eugénie Bastier, Christine Kelly ou Charlotte Dornelas ? Oui ou non, et si oui, lequel? Et je pense que l'invitation sera passée s'ils nous écoutent. Là, la meuf, avant, elle lui a expliqué que comme intervenant extérieur, il prenait des journalistes spécialistes, tu vois, pour apprendre aux gens le reportage, l'investigation, l'OSINT, des trucs comme ça. Et lui, il est là, vous voulez pas inviter Christine Kelly? Quand on écoute toutes ces auditions, et plus particulièrement celles qui visent directement le service public de l'audiovisuel, on sent comme une envie de contrôle de la part de l'extrême droite, une envie de purge même. D'ailleurs, elle était partie de ça, cette commission d'enquête, d'une envie de purge. C'était à l'époque de l'affaire dite Legrand-Cohen au mois de septembre. Les deux journalistes politiques avaient été filmés à leur insu dans un café parisien en train de parler stratégie avec deux cadres du Parti socialiste. Ils étaient en train de comploter avec votre argent. En vrai, ils complotaient un peu. Hein. Oui, des journalistes qui boivent des coups avec des politiques, on s'en bat les couilles, quoi. Le truc, c'est que Cohen et Legrand, ils travaillent pour le service public. Et dans le service public, on doit être neutre et apolitique. Pas de politique dans mes journalistes politiques. Oui, vous voyez bien que c'est absurde, ça tient pas. Et alors là, Cohen et Legrand seraient sociodémocrates. Mais quel scoop de dingue, on savait pas. Tous les journalistes politiques ont des opinions politiques et des partis pris. Quand on écoute Renaud Dely, on sait qu'on écoute un gros macroniste. Quand on écoute Alexandre Devecchio, on sait qu'il a hâte qu'on mette le racisme dans la Constitution. Et on sait tous que Nathalie Saint-Cric déteste Mélenchon. Voilà. Et tous ces gens, on peut les entendre sur le service public qui a des règles de pluralisme interne. Oui, après on peut se poser la question, est-ce qu'on n'entend pas quand même un peu plus les macronistes que les autres? Est-ce qu'on n'entend pas un peu trop Nathalie Saint-Cric, par exemple? Surtout qu'elle en loupe pas une, celle-là, et qu'elle s'est d'ailleurs illustrée récemment avec une nouvelle sortie sur les musulmans, qui seraient tous antisémites. L'antisémitisme est chose sérieuse. Il existe dans le pays, d'accord? Ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Pourquoi, quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites pour aller chercher le vote musulman? Ah oui. D'ailleurs, ça a fait grand bruit. Le recteur de la mosquée de Paris et LFI ont saisi l'Arcom. Et oui, et CNews, par contre, là-dessus, ne s'est pas indigné. Ah bah non, on peut imaginer que si la première éditorialiste de France Télé est islamophobe et anti-Mélenchon, c'est plutôt une victoire culturelle pour eux. Par contre, que Legrand et Cohen, deux journalistes qui parlent encore franchement contre l'extrême droite, soient encore visibles sur le service public, ça c'est insupportable.
Les troupes de Bolloré ne les ont pas lâchés, même après que Thomas Legrand ait été sanctionné par France Inter. Ce qui est marrant, c'est que les journalistes d'Europe 1 et CNews se sont quand même étonnés d'être un peu tout seuls sur ce coup-là. Souvent, ils arrivent à embarquer tout le monde dans leurs conneries, mais la croisade contre Cohen et Legrand, vraiment, ça ne passionnait qu'eux. Mais ça paraît insensé qu'aujourd'hui on soit les seuls sur les médias CNews, certainement le JDD, Europe 1 à parler de ça. C'est quand même cette affaire, elle dit énormément. Je rappelais en préambule que la neutralité, la diversité, ça fait partie du cahier des charges du service public. Leur gros argument, c'est de dire que les Français sont choqués par ce que Delphine Ernotte fait de leur argent. Mais en fait, les Français, souvent, ils ont d'autres problèmes. Et même quand ils ont des problèmes avec France Télé, c'est pas forcément les mêmes problèmes que les gens de CNews. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le médiateur de France Télé à la commission d'enquête. Le médiateur, c'est lui, Jérôme Catala, et toute l'année, il lit les mails des vieux qui écrivent pour se plaindre de ce qu'ils ont vu à la télé, des erreurs de français des journalistes, des fautes d'orthographe dans les synthés du Tour de France, des messages, il y en a plusieurs milliers par an, et son boulot à lui, c'est de les lire et d'y répondre. Certaines questions qui peuvent nous occuper, vous occuper, ne sont pas toujours les questions qui intéressent les téléspectateurs qui nous écrivent. Par exemple, sur l'affaire Cohen-Legrand, on a dû recevoir, je crois, à peu près, autant que je me souvienne, 25 courriels. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas non plus entraîné, vous voyez, une sorte de flux, alors que par exemple sur d'autres questions, on en a reçu beaucoup plus. Sur le conflit Israël-Hamas, on en a reçu beaucoup plus au fil des semaines et on en reçoit encore beaucoup plus. Bah oui, tu m'étonnes. Mais en fait, c'était surtout un prétexte pour attaquer le service public, réclamer des têtes, réclamer des purges. Mais vous allez voir, ça va encore plus loin. Cette commission d'enquête, c'est pas seulement une attaque de Bolloré, c'est une vengeance de Bolloré. Et c'est une de ses employées qui va le dire elle-même à l'antenne. Écoutez bien, on est le 6 septembre, ils sont encore en train de parler de leur polémique nulle, cette fois-ci avec Juliette Briens de l'Incorrect, quand tout à coup, l'auditeur d'Europe 1 a le droit à une exclue. On va y revenir dans quelques instants longuement, et puis on vous parlera aussi de cette commission d'enquête que souhaite lancer, c'est une information exclusive d'Europe 1, que souhaite lancer UDR justement sur le service public. C'est incroyable ça. C'est sur la radio de Bolloré qu'on est informé en exclu que les députés de Bolloré vont utiliser leur droit de tirage pour faire une commission d'enquête sur un sujet qui intéresse Bolloré pour défoncer le service public. Ah bah c'est un très beau travail d'équipe ça. Ouais, c'est bien foutu. Ah ouais. On se souvient que la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la télévision numérique terrestre avait été lancée à l'encontre de C8 par le député Aurélien Saint-Toul. Ça avait coûté l'existence de C8. Et bien, à son tour, l'UDF souhaite réserver son droit de souhaite réserver son droit de tirage justement pour lancer la même commission à l'encontre du service public. Cette fois, on y revient dans quelques instants, juste après la pub. Voilà, tout est dit. Bolloré a perdu C8, donc il se venge en envoyant ses petits députés méchants, ses petits gobelins. Ah, c'est hallucinant. Et en effet, dans les auditions, ça sent la vengeance contre les journalistes, contre l'Arcom, contre France Télé, ça n'arrête pas. Charles Aloncle a une mission. Il compte bien aller jusqu'au bout, il compte bien se faire remarquer, c'est son moment. Côté service public, on encaisse les coups péniblement, comme depuis des années finalement. On se défend, mais sans panache. Bon, il faut bien dire que souvent, face à la machine Bolloré, le service public a cédé du terrain. Il y a eu un exemple récemment, un truc tout con. France Info a fait une petite vidéo sur les marchés de Noël. Et les nazis. Et oui, vous allez voir, il y a une histoire de nazis aussi. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël ? Mais avant d'en arriver là, un petit récap historique. Tout commence au Moyen-Âge, dans le Saint-Empire romain germanique. En gros, ce que raconte ce jeune journaliste dans ce format d'1 minute 30 réalisé en partenariat avec le CFJ, autre école de formation des journalistes, c'est que la tradition populaire du marché de Noël nous vient d'Allemagne et qu'à la base, c'était un truc pas très bien vu des élites. Au 19e, les marchés de Noël, c'était un truc de pouilleux. C'est vraiment les nazis qui en ont fait un truc officiel et qui ont installé les marchés de Noël au cœur des villes. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, et le succès est immédiat. 1,5 million de personnes visitent le marché de Noël cette année-là. Mais ces foires survivent à la chute du régime nazi. Avec le boom économique des années 60-70, elles vont même gagner en popularité. Depuis 40 ans, le concept s'est exporté dans le monde entier. La France est le deuxième pays avec le plus de marchés de Noël. Voilà, bon, c'est factuel tout ça en fait. Oui, c'est même intéressant, moi je savais pas ces trucs-là. Oui, mais ça n'a pas du tout plu aux médias Bolloré. Mais pourquoi ?
France Info relie les marchés de Noël au nazisme. Vous y penserez ce week-end. Tout est prétexte pour s'attaquer à nos traditions, à nos racines chrétiennes. Ça sert une nouvelle fois, tranquillement, payé avec nos impôts, à taper sur les chrétiens. La guerre contre Noël, puisque les gens restent attachés à des traditions culturellement enracinées, il faut réussir à les salir pour nourrir une culpabilité identitaire cette fois-ci. Bon, vous avez entendu les sbires de Bolloré, il faut pas toucher à Noël. Et puis il faut pas parler des nazis apparemment, même quand ils ont le costume de nazi et tout. Hein. Oui, non, alors le marché de Noël c'est nazi, Goebbels c'est nazi, mais moi je paye pas des impôts pour me faire insulter, hein. Et face à ces attaques, comment a réagi France Info? Eh bah très mal, comme d'hab. Ils ont retiré la vidéo et se sont excusés platement. Nous avons publié une vidéo sur les marchés de Noël, le titre était un raccourci, nous choisissons de la retirer, explique la chaîne dans une publication sur X. Donc voilà, ça marche bien ces campagnes en fait. Je vois pas pourquoi l'extrême droite s'arrêterait là. À France Télé maintenant, ils flippent, ils travaillent sous pression. C'est ce qu'a raconté Antoine Chuseville sur le plateau d'Arrêt sur Image. Antoine est journaliste à France Télévisions et délégué syndical SNJ, ce qui lui permet de parler librement. Il y a une hyper-vigilance depuis quelques années dans les rédactions. Ça, j'en suis très conscient parce que parfois même quand je suis en reportage ou en salle de montage, ce sont des réflexions qu'on peut avoir entre nous. Attention à... Voilà, attention donc, à quoi ? Attention aux mots qu'on va employer. Attention, moi j'ai déjà eu en salle de montage, je suis reporter, je termine un reportage, mon rédacteur en chef vient, je traitais de l'immigration et en plaisantant, il dit attention, ne va pas trop loin là-dessus, sinon CNews va nous tomber dessus. Les médias Bolloré ont instauré un climat de peur et les journalistes, ils savent très bien qu'il suffit d'un mot de travers pour que toute la machine se mette en route. Voilà, et Pascal Praud, s'il cite ton nom à l'antenne, eh ben tu vas te faire harceler pendant des jours, sur ta boîte mail, partout, tu vas te faire insulter sur tous tes réseaux. Les journalistes le savent, ça. Et Pascal Praud, il adore faire ça. On a conscience on est dans une guerre, en fait, on nous a déclaré la guerre. Voilà, une partie des mouvements politiques en France nous ont déclaré la guerre, veulent nous faire disparaître, veulent supprimer l'audiovisuel public et le privatiser. Donc quand on est victime d'une offensive aussi brutale, forcément, on réagit mal, oui. Et donc ça provoque des doutes, du stress, de l'anxiété, un malaise. Et ça peut expliquer pourquoi France Info a retiré si vite la vidéo. Ça se trouve, c'était pour protéger le journaliste qui l'avait publié et qui avait peut-être envie que cette séquence se finisse vite, que les fachos passent à autre chose. Ce sont des méthodes de voyous. Des méthodes de voyous. Écoutez, je suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous parlez pas de moi comme un voyou. Surtout que le service public ne peut pas rendre les coups. Delphine Ernotte ne joue évidemment pas avec les mêmes règles, et si on écoute certains, elle ne devrait même pas mettre de mots sur ce qui se passe. Et vos attaques en riposte à CNews, quand vous dites que c'est une chaîne d'opinion et d'extrême droite, vous n'allez pas trop loin? Écoutez, moi j'assume ce que je dis. Comme je vous le disais, ça fait 4 ans qu'on se fait taper dessus matin, midi et soir, d'accord ? Et est-ce que c'est la place, est-ce que c'est J'ai un peu renvoyé... Est-ce qu'une présidente devrait dire ça ? Écoutez, j'ai renvoyé... Une présidente du service public. Est-ce que ça vous place pas, de fait, à gauche, en dénonçant une chaîne d'extrême droite ? Bah voilà, donc faut même pas se défendre en fait, sinon t'es de gauche, pile je gagne, face tu perds. Oui, bah c'est peut-être pour ça aussi qu'au bout de 4 ans, Delphine Ernotte a en effet fini par réagir, mais de manière assez étonnante. Avec Sybille Veil, sa collègue de Radio France, la patronne de France Télévisions a choisi de traîner en justice le groupe Bolloré devant les tribunaux de commerce. Les deux dirigeantes dénoncent un dénigrement constitutif d'une concurrence déloyale, et ça, bah oui, ça se règle devant un tribunal de commerce. Et en même temps, l'Arcom ne fait rien. La ministre de la Culture ne fait rien, le législateur ne fait rien, donc voilà à quoi on est réduit l'audiovisuel public, à demander à ce qu'au moins soient respectées les règles de la concurrence commerciale. Et en même temps, vous imaginez si TF1 passait son temps à envoyer des fions à M6 ? Vous imaginez si BFM passait son temps à tacler LCI, à y consacrer des bandeaux, des éditos tous les jours, à lui foutre une pression constante ? Oui, ce serait bizarre, en fait, on n'a pas le droit de faire ça. Sur l'affaire bidon Legrand-Cohen, par exemple, la revue des médias de l'INA a mesuré que 95% du temps d'antenne consacré à cette affaire, ça venait uniquement des chaînes du groupe Bolloré. Donc là, oui, il y a un acharnement. Un acharnement qui a redoublé d'intensité depuis qu'a démarré la commission d'enquête. Frais, opacité, dépenses, il y a aussi la question de la neutralité éditoriale. Oui, et là encore, minimisation sur France TV / plateforme jeune. Plusieurs contenus ont fait bondir les députés, référence aux privilèges blancs, injonction à regarder de la pornographie transgenre, appel aux dons pour le comité justice pour Adama Traoré. Mais pour Delphine Ernotte, tout cela est anecdotique. Injonction à regarder de la pornographie transgenre ? Sérieusement ? Oui, bah au moins il a pas dit transsexuel. Non mais là, moi je sais pas de quoi il parle. Par contre, je connais France Télé et je connais Europe 1.
Et ce que je soupçonne, c'est qu'il y a une petite exagération, je pense, voire un petit mytho. Mais putain, il y a des vieux qui écoutent ça et qui vont vraiment croire qu'avec l'argent de France Télé, on encourage les jeunes à regarder du porno. Et de toute façon, c'est le but. On veut vous faire détester l'audiovisuel public. Mais voyons les choses du bon côté. S'ils y mettent autant d'énergie, c'est que c'est pas facile à mener comme campagne. Les Français aiment toujours leur audiovisuel public. À la radio, par exemple, il y a moins de pubs. À la télé, il y a plus de proximité, il y a de l'investigation. Il y en a moins qu'avant, certes, mais il y en a toujours, c'est indéniable. Oui, et heureusement qu'il y a le service public pour ça, parce que c'est le service public qui va enquêter sur Chine avant tout le monde, comme l'avait fait la cellule d'investigation de Radio France il y a quelques mois. À part le service public, qui est capable de financer des trucs comme un cache investigation de 2 heures sur Bernard Arnault ou un complément d'enquête intitulé « Multinationales, les vrais assistés de la République ». C'est dans celui-là que François Hollande s'est énervé, souvenez-vous. France Stratégie est un organisme oui, mais je ne conteste pas le... proche de Matignon, c'est une étude sérieuse. Non, on va arrêter parce que donc, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Très franchement... Mais, Monsieur Hollande... Non, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas là pour répondre à une interrogatoire. Vous parlez... On est là pour parler de votre bilan sur le CICE. Non, mais je vous donne ce rapport. Vous en ferez le meilleur usage. Mais on peut en parler sereinement sur une chaise. On va en rester là parce que là, je pense que on n'est pas dans le bon dialogue. Tu te rends compte qu'ils sont allés emmerder Hollande sur son bilan avec notre argent, hein? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un service public qui devrait être neutre, impartial et apolitique? Oui, moi je trouve que c'est plutôt de l'argent bien employé. Et d'ailleurs, cette discussion sur les télés et les radios publiques, elle a lieu chez beaucoup de nos voisins européens. Par exemple, la BBC est attaquée par Donald Trump carrément, qui lui réclame 10 milliards de dollars pour un montage un poil fallacieux, pour lequel la BBC s'est pourtant excusée. Et partout ailleurs, évidemment, c'est la droite, et surtout l'extrême droite, qui demande des coupes dans les budgets, des privatisations, qui attaquent évidemment l'idée même de service public. Sur France Culture, l'émission Culture Monde a consacré toutes ses émissions de la semaine dernière à cette thématique, et on pouvait constater que partout ailleurs en Europe, on retrouvait un peu les mêmes angles d'attaque. Vu que le service public se doit d'être pluraliste, on l'accuse d'être trop à gauche, parce que, en effet, contrairement à ce qui se passe dans le privé, dans le service public, on a le droit, par exemple, de s'en prendre au pouvoir économique, donc aux entreprises. Vu que le service public est payé par nos impôts, il se doit d'être rigoureux. Donc c'est là qu'on va trouver les informations les plus fiables. Et ça doit être très pénible pour ceux qui carburent aux fake news et aux paniques morales. Ceux-là, ils vont accuser le service public d'être donneur de leçons, de se croire meilleur que les autres. Sauf que, de fait, ils travaillent plus sérieusement que les autres. Oui, parce qu'ils sont plus contrôlés, quoi. Il y a des responsabilités. Et vu que le service public doit parler à tout le monde, parce qu'il est à tout le monde, on y trouve souvent des programmes plus progressistes, ou juste plus inclusifs, mais qui paraissent plus progressistes à mesure que les médias des milliardaires glissent doucement vers des lignes éditoriales plus réactionnaires, donc forcément, en comparaison... Mais concrètement, chez nous, il se passerait quoi pour Radio France, France Télé, l'INA ou France Média Monde si les petits soldats de Bolloré s'emparaient de l'appareil d'État? Selon l'historien des médias Alexis Lévrier, il se pourrait que les menaces de privatisation soient surtout là pour créer la panique. Une fois que l'extrême droite arrive au pouvoir, elle a besoin d'outils de propagande. Donc l'audiovisuel public, c'est le moyen le plus évident. Et par ailleurs, le gâteau publicitaire n'est pas extensible. Et donc l'empire médiatique qui cherche à amener le RN au pouvoir ne voudrait pas qu'on le partage en davantage de parts. Donc peut-être qu'il y aurait un symbole France Inter, par exemple, ou France 2. Mais pour le reste, il y aurait des purges immenses et très rapides pour mettre au pas l'audiovisuel public. C'est ça qui nous attend. Et là, vous verriez la différence entre un service public de l'audiovisuel et ce qui ne serait plus qu'un média d'État, comme on en voit en Russie ou en Hongrie. En attendant, cette commission d'enquête nous en dit beaucoup plus sur le programme et les méthodes de Charles Aloncle, Éric Ciotti, Vincent Bolloré et ses amis du RN, qu'elle nous en apprend vraiment sur le service public. Un service public qu'il faut continuer à critiquer, et vous savez qu'on le fait ici régulièrement, mais un service public qu'il faudrait aussi repenser. Et là, il y a tout un chantier là, pour la gauche, pour imaginer de nouvelles ambitions, de nouveaux moyens pour un vrai service public fort. Est-ce que le but du service public, c'est de concurrencer le privé, ou est-ce que c'est de nous proposer autre chose? Quelque chose qui nous ressemblerait un peu plus que ce que nous vendent les chaînes commerciales. Et peut-être que les Français défendraient un peu plus Delphine Ernotte et Sybille Veil s'ils n'avaient pas l'impression que, mine de rien, les purges, elles ont déjà commencé et c'était sous leur présidence à elles. C'était sous la Macronie. Et nous, on se retrouve début janvier, et en attendant, bonne fête à tout le monde. Ho ho ho! Et n'oubliez pas de donner à Denis Robert, le Père Noël qu'on aime tous, 4 milliards d'euros, on a besoin. 4 milliards d'euros, parce que, oui, c'est bien beau le service public, mais il y a des médias indés aussi, sauf qu'on fonctionne avec beaucoup moins de moyens. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de service public, mais c'est aussi pour ça qu'on a aussi besoin de médias indés, donc faut aussi donner quand même un petit peu. Et joyeux Noël! Sauf à ceux qui vont offrir le livre de Sarkozy à leurs proches, ça c'est une honte. Voilà.